Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wisselman. Et avant de commencer notre entretien avec Père de Jong, je reçois Régis Le Sommier, notre partenaire pour cet entretien. Vous êtes directeur de la rédaction d'Omerta et auteur de La vérité du terrain, récit d'un reporter de guerre aux éditions Bouquin. Bonjour Régis Le Sommier. Bonjour. Alors qu'est-ce qu'on peut retrouver cette semaine sur Omerta ? Le sujet dont on va parler cette semaine, ce matin, puisque nous venons de terminer un 52 minutes sur les soldats de Wagner, en fait, lors d'un reportage il y a environ 2 semaines, nous avons eu la surprise de découvrir que les soldats de Wagner combattent toujours sur le front en Ukraine, certains ont été réaffectés dans des unités et de l'armée régulière ou dans d'autres bataillons de volontaires, et nous avons pu passer du temps avec eux sur le front de Soledar, c'est-à-dire au nord de Bakhmout, en pleine contre-offensive ukrainienne. Donc c'était un moment assez passionnant, un moment assez rare justement de pouvoir approcher ces soldats, parce que d'habitude ils ne communiquent pas ou communiquent très peu. En l'occurrence, l'idée c'était, la prouesse c'était de les faire parler de Prigojine, de les faire parler de ce qu'ils ont fait, de leur participation à la milice Wagner et de l'avenir de cette milice Wagner aujourd'hui, depuis la mort notamment de son chef en août. Voilà. Merci Régis. Je vous propose qu'on se tourne vers notre invité du jour, Père de Jong. Vue de haut. Père de Jong, vous êtes colonel du corps des marines, docteur en sciences politiques et diplômé de l'Académie militaire des États-Unis. Ancien aide de camp de François Mitterrand et de Jacques Chirac, et auteur, et ça va être le sujet du jour, Agir entre les lignes, société militaire privée, Wagner, Blackwater, Mozart, aux éditions Mareuil. Alors votre livre, Père de Jong, analyse le phénomène de ces sociétés militaires privées, qui sont des entreprises qui fournissent des services de sécurité, de renseignement et de formation, de soutien aux armées et aux États. Il n'y a pas seulement que le volet purement militaire, comme on y a assisté ces derniers mois avec Wagner en Ukraine. Vous montrez par ce récit de votre propre expérience de terrain comment ces SMP, ces sociétés militaires privées, sont devenus des acteurs incontournables du paysage géopolitique mondial, en intervenant dans des zones de conflit comme l'Ukraine, le Mali, la Syrie ou l'Irak. Et vous expliquez les raisons qui poussent les grandes puissances à recourir à ces SMP, notamment pour la réduction des effectifs militaires, la discrétion, la flexibilité, leurs coûts. Et vous racontez également comment ces acteurs du marché, comme Wagner, Blackwater, Mozart, en retraçant leur histoire, comment ils sont devenus incontournable, et vous pointez aussi le retard de la France sur ce terrain-là. Alors avant d'aller plus loin sur ces SMP, Père de Jong, bonjour déjà, je ne vous ai pas salué. Nous allons revenir sur l'actualité militaire récente et cette reprise du conflit israélo-palestinien. Alors d'un point de vue tactique et militaire, qu'avez-vous pensé de cet assaut des Palestiniens coordonné par la mer, la terre, sous terre, par les airs? J'appelle ça surprise du chef quelque part, puisqu'en fait personne n'a pensé une seule seconde, en tout cas pas les Israéliens, que le Hamas était capable de mener ce genre d'opération, qui est clairement une opération qui est très bien préparée, très bien organisée, équipés, puisque vous avez vu qu'ils arrivent par des bateaux, par des ULM, ils sont arrivés par leur souterrain, ils ont percé le fameux mur qui isolait Gaza d'Israël. Donc en fait, c'est une opération totalement coordonnée, et c'est des opérations qui sont très difficiles à monter, puisque il faut du secret, il faut des moyens, il faut un timing, et puis il faut des cibles, ça s'organise, des reconnaissances, du renseignement. Donc ce genre d'opération se mène sur plusieurs mois. On peut imaginer que ça fait donc presque une année, probablement, qu'ils travaillent là-dessus. D'ailleurs, les services de renseignement considèrent aujourd'hui, c'est que le Hamas et les Palestiniens, en tout cas, ne se cachaient pas, en fait, de leur volonté de rentrer en Israël. Donc il y a peut-être une déficience très forte au niveau du renseignement, en tout cas de la captation du renseignement de la part de l'armée israélienne. Donc encore une fois, c'est une opération extrêmement, extrêmement forte et qui aujourd'hui, si vous voulez, est extrêmement dangereuse, puisqu'en fait elle remet les compteurs à zéro. C'est une opération qui en fait est totalement déstabilisante pour Israël et qui aura des effets très importants, un peu comme un tremblement de terre. Il y aura des répliques et qui dureront, à mon avis, plusieurs années. Et il y aura un avant et un après, si vous voulez, cette opération. Parce que, encore une fois, je pense que Israël va répliquer, et donc il y aura des répliques aux répliques, et ça va durer un certain nombre d'années. Et je pense qu'inéluctablement, l'Europe sera concernée par le sujet.
D'accord, bon, on pourrait y revenir. Et notamment, l'effet psychologique ça a été une déflagration. C'est que Israël ne s'attendait pas à avoir déboulé sur son sol autant de miliciens. Là, cet aspect psychologique de la guerre, là, est parfaitement rempli par le Hamas. Alors d'abord, il y a un aspect tactique et militaire qui est rempli indéniablement, puisqu'ils ont déstabilisé Israël, premier point. Deuxième point, de façon psychologique, on voit bien que Israël, alors il y aura des enquêtes qui vont être faites, hein, vous savez, on est à chaud, donc c'est un peu facile de dire oui, on a fait ci, on n'a pas fait ça, donc il y aura des enquêtes sérieuses qui vont être faites, comme les Israéliens l'ont fait en 1973, au moment de la guerre du Kippour, avec les erreurs qui avaient été faites également, une espèce de manque de renseignements, et donc ils vont analyser tout ça. Mais les erreurs sont multiples, vous savez. Premier point, on voit bien que cette armée israélienne était concentrée dans le nord, en Cisjordanie, pour des raisons qui étaient liées, si vous voulez, à la stratégie de peuplement, si vous voulez, de la Cisjordanie. Donc il fallait protéger les colons. Premier point. Le deuxième point, si vous voulez, cette espèce de... Vous savez, c'est l'endormissement des grandes puissances, parce qu'en fait, l'armée israélienne, c'est une armée de premier rang, comme on dit. C'est une armée quasiment européenne, quasiment 1 million d'hommes, tout compris. Bon, je fais pas, je la fais large. Réservistes. Oui, tout compris. C'est une armée extrêmement opérationnelle, mais qui a des règles assez identiques aux nôtres. Et donc, le problème, c'est qu'ils avaient fondé une partie de la recherche de renseignement, ce qu'on appelle le renseignement électromagnétique, avec une unité qui s'appelle 8200, qui est très connue, où il y a des milliers d'hommes qui travaillent pour faire des écoutes, pour analyser, pour comprendre. Et puis il y a une partie OSINT également qui traite tous les open source qu'il y a sur Internet. Donc ça fonctionnait. Et je pense que l'armée israélienne s'est reposée quelque part sur cette technologie qui était bien sûr efficiente, mais au détriment du renseignement humain. C'est toujours la même chose. Et donc il y avait une espèce de mur incroyable qui entourait Gaza, mais il n'y avait personne qui le contrôlait. Il y avait des caméras, etc. Mais ça suffisait pas. Donc pas de renseignement, pas de moyens d'intervention, puisque l'armée était dans le nord. Et puis politiquement, c'était très compliqué, puisque rappelez-vous, l'Arabie Saoudite avait fait une annonce assez intéressante, comme quoi elle pouvait éventuellement, réouvrir des relations diplomatiques avec Israël. C'était un choc incroyable. Et donc là, je pense que le Hamas a compris qu'il se passait des choses, et puis qu'ils ont accéléré le processus. Il fallait pétarder, entre guillemets, en tout cas détruire ou empêcher cette relation qui se remettait en place. Que si l'Arabie Saoudite, le monde sunnite, s'allie, ou en tout cas se rapproche d'Israël, ça posait un énorme problème pour le Hamas, qui lui a fondé sa guerre, a fondé son existence sur la destruction d'Israël. Donc il fallait péter ça. Donc on voit bien qu'il y a toute une série de contextes qui font que, au-delà de l'aspect purement militaire, il y a des aspects diplomatiques, stratégiques, évidemment psychologiques, qui font que Israël n'était pas prêt à ce conflit. Oui, d'ailleurs, et c'est ce que vous écrivez dans votre article du JDD de dimanche dernier, Régis Le Sommier, c'est que, alors, au-delà de cette attaque qui a semé la terreur de ces massacres, il y a derrière l'attaque du Hamas une stratégie géopolitique visant à empêcher les Palestiniens de tomber dans les oubliettes de la diplomatie arabe. Oui, le point là, je suis tout à fait d'accord, je souscris complètement à cette analyse. Le point crucial, c'est justement le probable renouement justement des relations diplomatiques entre Israël et l'Arabie Saoudite, qui avait été annoncé par Benjamin Netanyahou, qui devait se concrétiser et sur lequel, évidemment, par rapport auquel le Hamas, enfin toute la stratégie du Hamas devenait obsolète. Ça s'est basé sur l'accord d'Abraham en août 2020, et l'Arabie Saoudite a tenté, justement, a voulu normaliser ses relations avec Israël. Et ça, c'était absolument insupportable pour les militants du Hamas. D'ailleurs, ils sont parvenus d'une certaine façon à leur fin, puisque hier en fin de journée, le Jérusalem Post rapporte que le gouvernement saoudien a décidé pour le moment d'ajourner ces relations, en tout cas ce rapprochement. Donc le Hamas marque un point quelque part. Alors il n'y a pas évidemment que l'aspect de l'Arabie Saoudite, il y a aussi également le Hamas s'inscrit place son action dans un monde qui est en train de bouger énormément, avec l'émergence des BRICS, pour essayer justement d'abord de rappeler l'existence des Palestiniens, ou en tout cas de la cause palestinienne au monde, et de forcer les BRICS d'une certaine façon, qui ont accueilli en leur sein l'Iran notamment, à se positionner par rapport justement à cette question palestinienne. Donc
donc on a vu d'ailleurs que les BRICS sur le coup étaient assez divisés puisque l'Inde soutient Israël et puis l'Iran, comme c'était prévu, soutient le Hamas. Donc on est dans un monde multipolaire qui est en train de se recomposer et le Hamas essaye de jouer sa partition ou la partition de la cause palestinienne en la rappelant aux yeux du monde. On a évoqué la question de l'Arabie Saoudite. C'est très important. Faut pas oublier que en 1973, le premier choc pétrolier est déclenché par l'Arabie Saoudite pour soutenir les pays arabes qui avaient attaqué Israël. Donc, ce choc pétrolier qui a changé quand même notre mode de vie en Occident, eh bien, avait pour origine justement cette première guerre du Kippour, dont le Hamas vient de fêter tragiquement et de façon sanglante l'anniversaire, les 50 ans. Et donc déjà à la base, il y avait la question de l'Arabie Saoudite. Et est-ce qu'on peut comparer ces événements à l'assassinat de Yitzhak Rabin, qui enterre un processus de paix entre Israéliens et Palestiniens? Alors, c'est pas pour faire du complotisme hein, ou j'ai oublié le terme, excusez-moi. Voilà, pour faire des prévisions douteuses. Mais est-ce qu'on n'a pas un sabotage d'un processus à la façon où les accords d'Oslo sont enterrés? Ce processus d'Oslo est enterré par l'assassinat par un Israélien d'extrême droite de Yitzhak Rabin. Vous me posez la question à moi ? Oui. Oui, Régis Sommier, ici, pardon. Oui, évidemment, ça fait partie des soubresauts et des occasions manquées. Rabin a représenté un espoir incroyable à une époque. En plus, Rabin combinait justement plusieurs choses. Il faisait partie, c'est un personnage essentiel dans l'histoire israélienne. C'était un formidable militaire. Il faisait partie justement de cette génération qui avait fait la guerre, qui avait défendu Israël. Le problème aujourd'hui est dû en partie aussi au fait que aux commandes d'Israël aujourd'hui, il n'y a plus justement cette génération de ceux qui ont défendu Israël avec leur sang, en s'engageant, en étant dans l'armée. On est plus dans un gouvernement civil, plus déconnecté, je dirais, des réalités, avec une armée israélienne qui a tendance parfois à être un peu isolée du pouvoir civil. Et aujourd'hui, la société israélienne, et c'est aussi là-dessus où le Hamas a voulu marquer des points, c'est-à-dire en s'attaquant à une société israélienne qui, pour plein de raisons, est extrêmement fracturée aujourd'hui, en particulier par l'action du gouvernement Netanyahou. On a vu la grande crise autour de la question judiciaire et du recul du pouvoir des juges qui a divisé, fracturé la société israélienne. Et je rajouterai aussi une chose, c'est que l'opportunisme du Hamas est aussi total parce que quelque part, diplomatiquement, géopolitiquement, Israël était plutôt dans une période très agitée à l'intérieur, mais en termes de ses relations avec ses voisins, notamment la Jordanie et l'Égypte, il y avait une période de grâce. Également, on a évoqué la question du rapprochement avec l'Arabie Saoudite, mais il y avait eu avant le rapprochement avec les Émirats Arabes Unis et le renouement de liens diplomatiques et d'ouverture d'ambassades. Il y avait également la décision du Maroc de rejoindre aussi cette nouvelle perspective. Et donc Israël était plutôt dans une situation. Alors, est-ce que le pays s'est endormi sur ses lauriers, trop focalisé sur ces conflits intérieurs pour imaginer qu'il pouvait subir une attaque comme le Hamas? En tout cas, le Hamas a choisi un moment particulier pour faire le plus mal possible à la société israélienne et quelque part la fragiliser. Réaction à cela, Pierre de Jong? Oui, je suis d'accord, absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'Israël s'est embourgeoisé, vous savez, c'est tout le problème. C'est qu'en fait, la perception de la menace a diminué. Pourquoi ? Parce qu'Israël faisait un énorme travail diplomatique. Et c'est vrai que l'ouverture qu'il y avait sur ses voisins, principalement avec les accords d'Abraham, ça, en 2020, où il y avait des relations avec les Émirats, et des relations avec, évidemment, le Bahreïn, avec le Maroc, avec tous les voisins. Et donc, c'est vrai que, quelque part, la menace diminuait, la perception de la menace avait diminué.
continuer. Et donc Israël était plutôt sur un mode embourgeoisement et se consacrait à ses propres problèmes. Je dirais un petit peu comme en Europe, un peu comme en France. On a oublié un petit peu ce qui se passait à l'extérieur et en fait on oublie, puis on a des armées qui diminuent en effectif, on considère que c'est la paix pour toujours et qu'on va vers un modèle qui est un modèle de stabilité. Et là c'est le grand choc parce que le Hamas c'est un outil de combat. Le Hamas n'est pas constitué principalement que de Palestiniens. C'est un groupe terroriste international qui recrute dans le monde entier, qui vient des frères musulmans. Donc c'est un outil de combat qui est destiné, qui est idéologiquement, qui a globalement rien à voir d'ailleurs avec la cause palestinienne. C'est un outil de combat qui est destiné à lutter contre Israël 1 et 2 contre l'Occident 2. Et donc c'est une guerre qui est engagée. Et là Israël n'était absolument pas prêt. Vous avez des RAF partis dans le désert, vous voyez, c'est un peu peace and love. Et puis ils ont leurs petits problèmes en interne, vous voyez, qui gèrent avec Netanyahou, avec des crises politiques quasiment permanentes. Donc c'est un peu l'Europe. On était sur un modèle un peu européen. Évidemment, le choc est énorme. Et là, encore une fois, le Hamas vient de remettre les compteurs à zéro. C'est sûr que là, ça va impliquer pour Israël une réflexion de fond et, si vous voulez, une réflexion sur son propre avenir. C'est pour ça, encore une fois, cette attaque du Hamas, elle est vraiment déstabilisante et surtout, elle remet, si vous voulez, elle oblige, ou en fait, quelque part, c'est quelque part la survie d'Israël. Ça va bien plus loin, si vous voulez, que cette attaque tactique qui fait quelques kilomètres, qui n'est pas en soi, qui n'est pas tactiquement... c'est pas du territoire. C'est pas la Russie qui rentre en Ukraine, c'est pas le même modèle, bien évidemment. Mais c'est là qu'on voit l'impact, si vous voulez, d'une action terroriste. À quel point ça peut toucher et ce pays, même la survie de ce pays, parce que tout va s'arrêter autour de lui. L'ensemble de la... Pourquoi ? Parce que Israël va répliquer et il y aura des répliques à la réplique. Donc évidemment, il y aura des dégâts collatéraux sur Gaza et vous allez voir qu'il va y avoir une espèce de montée en puissance de la critique d'Israël, bien évidemment par les pays arabes, mais également en Europe. Vous allez voir tout le système, je dirais, islamo-gauchiste en France et ailleurs, si vous voulez, va réagir contre Israël en disant, vous comprenez, c'est pas normal, il se passe des choses, les enfants, les machins, puis hop, vous allez avoir un truc qui va minimiser l'attaque du Hamas. Et c'est ça le vrai problème d'Israël, et je pense, encore une fois, je suis pas sûr qu'il soit tout à fait prêt, si vous voulez, à répliquer à ce genre de menaces. Eh ben, on suivra ça de près. Merci pour ces éclairages. On va passer au sujet de votre livre, Père de Jong, donc sur ces SMP, les sociétés militaires privées. Vous avez au début de votre livre un récit intéressant de ce militaire qui a monté la garde présidentielle, Bob Denard, un genre de cow-boy, j'ai envie de dire, même si le terme est pas spécialement approprié. Alors, c'est un modèle français de mercenariat abouti, vous dites. C'est un modèle dépassé, mais c'est un peu ce qui va préfigurer les SMP. Est-ce que vous pouvez raconter cet épisode de la garde présidentielle aux Comores ? Alors, vous savez, Bob Denard, c'est un mythe, c'est le mythe français. C'est le corsaire, c'est Surcouf, c'est le corsaire qui est l'outil, le bras armé de la politique française en Afrique. Et Foccart l'utilise. Alors, encore une fois, c'est un tout petit outil. Rien à voir avec des Wagner, etc. C'est quelques dizaines d'hommes. Et vous avez Bob Denard, qui est un ancien militaire. En fait, pas vraiment, quelque part, mais il est dans le sillage des années 50, 60, la guerre d'Algérie, avec toute une série de personnages comme Falk. Et donc, il est dans ce sillage-là, où il y a des actions à mener sur le terrain, parce que l'Afrique se construit en 60, si vous voulez, l'Afrique se construit en termes d'État. Et donc, il agit directement au profit de l'État français. La deuxième chose, c'est que Bob Denard a voulu être roi. Donc, c'est-à-dire, en faisant 3 coups d'État successifs aux Comores, il a fini par croire que le pays lui appartenait. Et donc, c'était... Voilà. Mais le problème, c'est les années 90, puisqu'en fait, lui, il agit dans un cadre des années 60, 70, 80. Le problème en 90, c'est la chute du mur. Donc les relations entre États changent totalement dans le monde entier. On a le sentiment qu'on va vers les dividendes de la paix, et donc à ce moment-là, il y a moins besoin, quelque part, si vous voulez, d'avoir des armées pléthoriques, d'avoir cette espèce de rapport de force constant avec l'URSS, enfin la Russie maintenant. Et donc en fait, Bob Denard devient obsolète dans le système. Et ça tombe bien, parce qu'il prend sa retraite en 95. Au moment où nos armées, dans le monde entier, en Europe principalement, nos armées diminuent en effectif de façon drastique, moins 30, moins 40% des budgets. Tout ça, on va vers une paix générale. Cette espèce rappelez-vous, c'était Fabius qui avait dit qu'on allait vers les dividendes de la paix. Et donc Foccart mort en 97 au passage. Ces années sont très importantes. Donc chute du mur, Foccart, etc. Donc encore une fois, le modèle Bob Denard n'est plus présentable. Et à partir de là, si vous voulez, le modèle Bob Denard, si vous voulez, n'est plus accepté. Et qu'est-ce qu'on fait ? Bien évidemment, on le met à la retraite et on pond une loi, qui c'est la loi d'avril 2003. Alors, parce que Jospin, la gauche arrive en 97, je vous rappelle. Et donc, l'objectif, c'est de dire, on change Denard et on va moderniser tout ça. Et on arrête ces histoires de mercenariat, etc. Et c'est comme ça, en fait, que la carrière de Bob Denard s'arrête et que le modèle français d'action, je dirais que entre les lignes, comme on dit, disparaît et les Américains arrivent.
Alors, avant de parler de cet essor américain de la SMP, donc vous avez assisté en tant qu'aide de camp à François Mitterrand entre 94 et 97 à la mue justement de cette politique française en Afrique. On en a beaucoup parlé ces dernières semaines avec les coups d'État au Niger et au Burkina Faso. Est-ce que vous pouvez décrire cette mue de la politique française en Afrique ? C'est simple, quand je suis arrivé à l'Élysée en 94 avec Mitterrand et quand j'ai vu Jacques Chirac arriver en 95, c'est la même chose. Il y avait une cellule Afrique qui était au sein de l'Élysée. Cellule Afrique qui était totalement différenciée des diplomates qui, eux, géraient le monde entier, sauf l'Afrique noire. Parce que l'Afrique blanche, entre guillemets, le Maghreb, était géré par les diplomates. Donc vous avez l'Afrique subsaharienne qui était traitée, elle, par la cellule Afrique. Et puis il y avait l'outil opérationnel, il y avait deux outils opérationnels. Un, vous avez le ministère de la coopération, qui était actif avec des budgets, avec des gens qui voyageaient, des programmes, des projets, et l'armée française qui était quasiment dédiée à l'Afrique, avec ses forces prépositionnées, avec ses forces d'intervention, etc. Donc vous aviez un cerveau qui fonctionnait à l'Élysée, vous aviez un outil politique et je dirais financier, puis un outil stratégique et militaire avec le reste. Donc c'était fonctionnel. Le problème, c'est quand Jacques Chirac arrive, la nouveauté, c'est quoi ? C'est que Jacques Chirac décide de moderniser. Alors en partie poussé par deux choses. Un, la mort de Foccart en 97, et de l'arrivée de la gauche, qui dit, la main sur le cœur, qui dit, il faut moraliser tout ça, vous comprenez, on va changer, etc. Et donc, il casse l'outil. Ça veut dire que l'outil qui était à l'Élysée disparaît, est absorbé par la cellule diplomatique. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est Jacques Chirac qui fait ça. Premier point. Et le deuxième point, on modifie, si vous voulez, le ministère de la Coopération, qui devient un secrétaire de la Coopération, et qui aujourd'hui est totalement absorbé par le Quai d'Orsay, qui a totalement disparu. Donc, notre spécificité africaine a donc disparu entre 94 et 97. Merci Père de Jong, on reste avec vous et avec vous aussi Régis Le Sommier parce qu'il est bientôt 9h et c'est le moment de faire un point sur l'actualité avec Liselotte Dutreuil. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Et nous sommes toujours avec Père de Jong, auteur de Agir entre les lignes, Société militaire privée, Wagner, Blackwater, Mozart aux éditions Mareuil. Père de Jong, vous êtes aussi ancien colonel du corps des marines, docteur en sciences politiques et diplômé de l'Académie militaire des États-Unis et ancien aide de camp de François Mitterrand et de Jacques Chirac. Et nous sommes pour cet entretien accompagnés de Régis Le Sommier, directeur de la rédaction d'Omerta. Alors Père de Jong, ces sociétés militaires privées, elles prennent leur essor dans les années 90 au moment du conflit en ex-Yougoslavie. Qu'est-ce qui fait, quels sont les besoins à ce moment-là, les besoins opérationnels qui provoquent la création de ces sociétés militaires privées ? Alors d'abord, c'est pas en ex-Yougoslavie, c'est en Afrique du Sud. D'accord. Vous avez un colonel qui faisait la guerre au profit de l'Afrique du Sud en Angola et en Namibie, qui s'appelle Eben Barlow. Et il rentre en Afrique du Sud, et là, il a ses unités qui sont opérationnelles. Et c'est un peu la mise à la retraite. Rappelez-vous, Mandela arrive aux affaires en 95. Donc c'est un peu la fin de l'apartheid, donc il n'a plus de boulot. Et en fait, c'est un peu ça, et donc il a cette centaine de combattants plutôt aguerris, qui connaît bien l'Afrique, et donc il décide de changer le modèle. C'est ça le cœur du sujet. Il change de modèle et il crée une boîte qui s'appelle Executive Outcomes, et il décide d'en faire un outil qui ne soit pas un outil que militaire. Vous voyez, Bob Denard, il agit au profit de l'État français. Point final. Donc Bob Denard, c'est l'État français. Alors qu'en fait, Eben Barlow, c'est pas l'État sud-africain. Eben Barlow, il crée un modèle économique. C'est-à-dire qu'il dit, moi, je vais amener des prestations de sécurité, des prestations pour des États en guerre ou en crise qui ont besoin de moi. Concrètement, je prends le Sierra Leone, ils ont des mines d'or ou des mines de diamants, on y va et puis on protège la mine et puis on exploite avec l'État et on en profite et on récupère 20 ou 30%. Il crée un modèle économique. Et c'est le modèle économique qu'a fait Wagner. C'est le modèle économique de la plupart des SMP aujourd'hui. Les SMP aujourd'hui, ou les ESSD en France, les entreprises de services de sécurité de défense, elles ne sont pas sur un modèle politique, elles sont sur un modèle économique. Et c'est ça le vrai changement. Après l'ex-Yougoslavie, évidemment, vous avez eu deux modèles, alors un peu confidentiels. Pourquoi ? Parce que les Serbes étaient aidés par des SMP russes, ça c'est le premier point, donc ça c'est les années 90, 90-95, et deux, les Bosniaques étaient aidés par des milices ou par des SMP, je dirais, islamiques. Et donc, encore une fois, ce modèle s'est développé, mais encore une fois, c'est un modèle qui était un modèle politico-économique. Parce qu'encore une fois, toutes les SMP, en tout cas une partie des SMP, sont financés. Ils recrutent, ils ont des RH, ils ont une structure finance, ils sont audités, etc. Les Américains principalement.
Et alors, vous dites que c'est un modèle économique avant tout, mais également que leur création parfois est issue des États qui préfèrent déléguer cela par discrétion et pour possiblement se désolidariser des actions menées par ces groupes, avec ce que vous avez appelé le déni, enfin ce que les Américains aussi appellent le déni plausible. Ah, bien évidemment, et c'est les Américains qui ont inventé le modèle, littéralement. Alors encore une fois, ça avait déjà été inventé pendant la guerre du Vietnam. Hein. Pendant la guerre du Vietnam, il y avait une boîte qui s'appelait Air America, je ne sais pas si vous vous rappelez, où il y avait des centaines d'avions, le Laos, le sud de la Chine, etc. Donc ils ont toujours utilisé ce modèle, de modèle discret. Pourquoi ? Parce que le déni plausible permet quoi ? Permet de dire à un État qui engage quelque part un peu d'argent sur une société qui va mener des opérations. Si ça se passe bien, ben c'est personne, ça se passe bien. Si ça se passe mal, c'est pas moi. Donc en fait, ça permet à un État, si vous voulez, de mener des opérations clandestines, des opérations souterraines, des opérations discrètes, ou qui lui évitent d'être en première ligne. Rappelez-vous, Wagner, Poutine a mis des mois et des mois, voire des années, avant de dire qu'effectivement, qu'ils avaient financé. Sachant que je sache, Poutine a reconnu sa participation, en tout cas son financement de Wagner, qui a quelques semaines, quelques mois, au mois d'août, rappelez-vous. Donc c'est très récent. Donc c'est vrai que ces unités sont formidables, d'autant que pourquoi elles deviennent un outil politique en même temps ? C'est vrai qu'un outil économique, parce que ce sont des sociétés qui se rémunèrent par elles-mêmes avec un budget, etc. Par contre, ce qui est intéressant, jusqu'à présent, si vous voulez, le modèle que nous avions est un modèle qui était fondé, relations extérieures, qui était fondé sur deux piliers. Le premier pilier, c'était ce que j'appelle le pilier diplomatique. Le deuxième, le pilier militaire. Les deux fonctionnaient ensemble, en général coordonnés par le plus haut niveau de l'État, à l'Élysée, comme je viens de vous le dire, ou bien à Washington, etc. Donc, il y a un système très fermé. Le problème, la diminution des budgets des effectifs a fait qu'il fallait avoir des effectifs pour faire des choses. Concrètement, en 2003, quand il y a la guerre en Irak, les Américains ont besoin d'effectifs, ont besoin d'avoir du soutien, ont besoin d'avoir des gens qui fassent la blanchisserie, pour faire court. 60% des activités des SMP en Irak, c'est la blanchisserie. Et c'est l'alimentation. Et vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas du tout des combattants. Il n'y a que 10% des missions qui concernent principalement des opérations, je dirais, un peu militarisées, pas plus que ça. Donc en 2003, que font les Américains ? Ils écartent ces deux piliers. Et ils vont introduire entre ces deux piliers un outil qui s'appelle les SMP, un outil militaire, on va dire paramilitaire, qui va compenser, si vous voulez, la baisse des effectifs. À l'époque, Dick Cheney, qui était le ministre des Affaires étrangères ou le vice-président, disait « Le soldat américain est devenu rare, donc il est cher. Comme il est cher, il faut le consacrer exclusivement à sa mission de combattant. » Donc toutes les opérations périphériques de soutien peuvent être confiées aux autres. Donc ça crée un modèle économique. On vient toujours sur la même chose. Donc vous avez une espèce d'ambivalence entre l'économie et le politique. Et on voit que les deux marchent ensemble. Et si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas l'outil. Et on va le critiquer. C'est ce qu'on fait en France. Régis Le Sommier ? Non, et je voulais vous poser une question. Est-ce que vous ne pensez pas finalement que les SMP modernes, vous avez évoqué Wagner tout de suite, vous évoquez la guerre d'Irak et moi je voulais un petit peu revenir sur la personnalité d'Eric Prince et de Blackwater, parce que c'est quand même ce modèle économique-là qui aujourd'hui a été calqué par Prigojine et que on a pris, en effet, il y a une sorte de privatisation de la guerre qui est décidée par Cheney et Rumsfeld, et c'est le début finalement de la montée en puissance de Blackwater. Et Blackwater va, je dirais, imprégner, ou en tout cas être un modèle pour beaucoup. Mais il y a dans Blackwater aussi une proximité avec l'État américain. Eric Prince se considère comme presque comme un partie prenante d'une croisade de George Bush en Irak. Donc il y a quelque chose d'extrêmement étroit qu'on retrouve intimement avec Prigojine et Poutine sur Wagner. Alors on a le même processus avec les Anglais, Tim Spicer qui crée Aegis. Oui. Donc vous avez toute une série de personnages effectivement qui profitent de l'occasion. Mais moi je pense pas qu'Eric Prince soit, enfin Eric évidemment il est très proche du pouvoir évidemment, mais je pense qu'il a une vraie logique financière. C'est vraiment un Américain qui fait du business. Il prend sa retraite et qu'est-ce qu'il fait ? Il engage son propre argent au passage. Il investit directement dans les camps d'entraînement. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait l'État américain ne l'aide pas dans un premier temps. Après il devient utile parce qu'il a compris qu'il y avait un marché.
marché, et il rentre là-dedans. Alors c'est vrai que Eric Prince est un précurseur à un point tel, rappelons-nous, c'est que les Russes avaient fait appel en 2013 à Eric Prince pour qu'Eric Prince bâtisse Wagner. Et Eric Prince ne l'a pas fait pour une seule et bonne raison, c'est que les Chinois lui ont fait la même proposition en 2013, et Eric Prince a créé une société chinoise qui s'appelle Frontier Service Group. Et donc on voit bien que, si vous voulez, il y a une espèce d'international, si vous voulez, des SMP, dans lequel, si vous voulez, l'activité que vous menez est une activité purement technique. C'est comme ça qu'elle est perçue. Moi, je connais bien Eric Prince, si vous voulez, et chaque fois il me dit, moi je fais du business, c'est comme ci, c'est comme ça. Le seul client, au passage, de Blackwater, c'était l'État américain. Ça n'a jamais été une société. Alors que Wagner, c'est plus compliqué, parce que Wagner, c'est un petit peu le monstre qui échappe à son créateur. C'est qu'on voit que la multiplicité des activités de Wagner, qui repose sur 3 pieds. Un, le pied militaire que vous évoquiez à l'instant, qui est le pied opérationnel quelque part. C'est Wagner militaire, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est un petit peu ce que j'appelle la tête de gondole du système russe. Mais derrière Wagner, vous avez d'autres sociétés. Une partie de société va gérer la partie influence, avec les fermes à trolls, etc. Ce qu'a jamais fait, Blackwater, qui était conditionné par les règles américaines. Et puis le deuxième point, ou le troisième point, c'était la partie, je dirais, économique, avec le catering, tout ce qui était alimentation de l'armée russe, etc. Et le deuxième point, c'était l'alimentation de l'armée russe. À l'heure où je vous parle, le système Concorde, qui est la maison mère de Wagner, aujourd'hui, si vous voulez, approvisionne l'armée russe en alimentation, etc. Donc on voit que cette espèce de système tellement hybride, tellement large, si vous voulez, encore une fois, Blackwater n'a pas été là. Blackwater a été contrôlé, canalisé. La seule grosse erreur de Wagner, c'était le massacre qui a eu lieu en Irak sur Nisour Square en 2007, où là, vous avez les gars de Wagner qui ont tiré dans le tas, il y a eu 17 morts, je ne sais plus combien de Blackwater. Et ça a été la grosse erreur, avec un grand L et un grand A, la grosse erreur de Blackwater. Et c'est vrai qu'on l'aura reproché, mais quand on analyse bien, on voit que au-delà du problème de comportement, c'était une panique, puisque quelques jours avant, à Fallujah, il y avait eu 3-4 gars de Blackwater qui avaient été assassinés. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de panique générale. Et en fait, les gens de Blackwater ne sont pas des robots, ne sont pas des machines, sont des hommes après tout. Et donc, il y avait un mode de panique. Donc, ils ont été jugés, etc. Donc, c'est vrai que ce modèle est un modèle, à mon avis, qui n'est pas comparable entre les États-Unis. Pourquoi ? Parce que les États-Unis ont toujours contrôlé Blackwater. Alors que Wagner, par moment, on le voit bien, au mois de juin, avec ce simili-coup d'État de notre camarade Prigojine, on voit bien qu'à un moment donné, il faisait un peu n'importe quoi. Et encore une fois, la bête était sortie de la cage, quoi. D'ailleurs, on n'a qu'à revenir sur cet événement. Prigojine dans son avion a été descendu. Il a péché par excès d'orgueil en voulant se rebeller contre son maître, comme vous disiez tout à l'heure. C'est très difficile à analyser pour plein de raisons. C'est que c'est une histoire personnelle, si vous voulez. La relation entre Poutine et Prigojine est une histoire intime, puisqu'ils se connaissent depuis plus de 20 ans. Donc, c'est une histoire personnelle. Donc, c'est une espèce soit d'amour déçu, soit de déception réciproque, que sais-je, etc. Encore une fois, je pense que, vous savez, l'hubris, ce sont des hommes, après tout. Et je pense que vraiment, Prigojine a cru qu'il pouvait contrôler le système. En fait, Prigojine méprise fondamentalement l'administration russe. Il méprise Shoigu, il méprise Gerasimov. Et pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est que la seule autorité russe qui a été au combat ou qui a été au front, c'est lui. Alors on peut tout lui reprocher, mais n'empêche qu'il a passé des semaines à Bakhmout et il a vu le massacre des milliers d'hommes. Donc il a bien vu à quel point l'armée russe est défaillante. Et donc il a acquis à cette occasion-là et un mépris total, si vous voulez, pour cette administration russe qui s'engraisse, qui reste à l'arrière, en fait, qui envoie les gars au casse-pipe et qui ne fait pas son boulot. Et donc ça, il s'est révolté contre ça. On ne peut pas lui reprocher quelque part. Mais le malheur de tout ça, c'est qu'il avait une armée pour le faire. Et donc il a pensé à un moment donné, alors qu'une fois, c'est parce que c'est pas un coup d'État. En juin, c'est pas un coup d'État. Le 23 une menace. C'est une menace. Voilà, il y a une espèce de pression, d'énervement. Une négociation salariale. C'est exactement ça. C'est un petit peu le piquet de grève qui monte en ligne, qui va voir le chef. Et c'est exactement ça. Donc ils sont montés, ils sont arrêtés parce qu'ils se sont dit quand même c'est n'importe quoi. Ils ont détruit des hélicoptères, ils ont tué les soldats russes. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Donc il fait machine arrière. Et donc encore une fois, le vrai problème de Prigojine, c'est qu'il réalise tout ça. Et après, il y a une deuxième histoire qui est la convocation au Kremlin le 29 juin, où là il leur dit attention, Poutine leur dit on arrête les conneries, voilà ce qui va se passer, voilà ce que je décide. Et en fait, Prigojine rentre dans le jeu. Ça dure 2 mois. Soi-disant, il doit aller en Biélorussie. Et là, il se passe quelque chose d'incroyable, c'est que Prigojine décide, alors il décide
il décide de faire quitter l'outil Wagner à l'Ukraine. Il décide que l'Ukraine n'est plus son domaine et ça va être l'Afrique. Et il va en Afrique. Et ça se passe dans les jours qui précèdent sa mort début août. Et qu'est-ce qui se passe? Quand il va en Afrique, il fait 3-4 pays et il réalise que l'ambassade et que l'État russe est en train de lui savonner la planche. Concrètement, il a des problèmes pour faire le plein avec son avion. Il a des problèmes pour discuter avec les autorités locales, etc. Il constate en fait que l'accès à l'Afrique lui est quasiment dénié. Puisque partout où il va, au Soudan, en RCA, etc., il voit qu'il a été précédé par l'ambassadeur qui lui a quasiment savonné la planche. Quand il rentre, si vous voulez, fin août, quand il rentre à Moscou, il est fou de rage, parce qu'il voit bien que sa vache à lait, entre guillemets, son système est en train de s'effondrer, et donc il fait appel à tout le monde, on le marque tous dans les avions, on va à Saint-Pétersbourg faire une grosse réunion pour négocier. Là, il y a le piège, puisqu'en fait, l'avion est piégé, l'avion explose. Et Régis Le Sommier, vous êtes donc allé à la rencontre de ces soldats de Wagner en Ukraine. Alors, dans quel état sont ces troupes? Comment ça se passe pour elles maintenant, après la mort de leur chef? Bon, si je les ai rencontrés, faut que je me donne un peu de contexte. C'est un petit peu par hasard, c'est-à-dire que j'allais passer du temps avec une unité cosaque qui était déployée sur le front de Kleshivka, c'est-à-dire au sud de Bakhmout, là où il y a une énorme pression des Ukrainiens en ce moment. Et au moment d'arriver dans cette unité de Cosaques, le chef, les Cosaques sont des soldats assez âgés, très expérimentés aussi. C'est un peu le principe aussi de la SMP. Hein. Il y en a plein. Il y a le bataillon des loups, il y a le bataillon des vétérans. Il y a plusieurs SMP russes déployés sur le front. Il n'y a pas que Wagner. Et là, je me suis rendu compte que l'instructeur de cette unité était un ancien de Wagner. J'ai demandé si je pouvais lui parler. Il m'a dit oui, mais pas à visage découvert, etc. On a parlé, il faisait en effet l'instruction et il prodiguait ce qu'il a pu, en tout cas le savoir-faire qu'il a obtenu puisqu'il avait fait toute la bataille de Bakhmout. Et je me suis rendu compte que dans d'autres unités, ensuite je suis allé là sur le front de Soledar, il existait un certain nombre d'anciens officiers ou snipers. Enfin, il y avait toutes les compétences possibles de Wagner et qu'ils encadraient actuellement. Et donc Wagner n'est pas allé uniquement en Afrique ou en Biélorussie. Au contraire, un certain nombre de ces soldats ou même de ces cadres sont aujourd'hui en Ukraine et justement entraînent cette armée. Alors pour ce qui est de leur état d'esprit, ce qui est quand même très intéressant, c'est qu'ils acceptent de parler de Prigojine. Ils considèrent, l'un nous a dit devant la caméra, c'est pour ça que c'est intéressant de voir notre documentaire, parce que c'est pour moi la première fois qu'on voit des gens de Wagner s'exprimer justement, et en plus après la mort de Prigojine. Donc il y a une grosse nostalgie pour le personnage de Prigojine, parce que c'était un homme qui était extrêmement proche de ses troupes, et c'est quelqu'un qui a effectivement mécontenter sa hiérarchie, et c'est plein de choses dont se plaignent les soldats, et les soldats se plaignent toujours de Shoigu et de Gerasimov, et Prigojine avait réussi à canaliser ça, et sa présence sur le front évidemment le rendait extrêmement populaire. Et l'un des cadres de Wagner nous a dit je peux vous dire, je ne sais pas ce qui est arrivé à Prigojine, mais je peux vous dire que ce sont certainement pas les Ukrainiens qui ont fait ça. Et il nous dit ça face caméra. Un autre il nous reste 30 secondes, Régis Le Sommier. J'ai fait partie de la colonne qui est montée sur Moscou, et je vous laisserai découvrir si ça vous intéresse. Le reste est dans notre 52 minutes, c'est sur la plateforme d'Omerta. Voilà. Il nous reste 10 secondes, Père de Jong, vous vouliez réagir? Oui, Wagner existe toujours, puisqu'en fait, la garde nationale a récupéré une partie de Wagner, c'est le premier point, avec le général Zolotov. Wagner, aujourd'hui, est dirigé, je pense, par le fils de Prigojine, Patel Prigojine, premier point. Et le deuxième point, les Russes sont en train de faire monter en puissance une autre structure qui est gérée par un personnage qui s'appelle Trochev. Et Trochev gère une SMP qui s'appelle Redoute, et Redoute est devenu le concurrent de Wagner en Afrique. Merci, Père de Jong, on aurait pu continuer à en parler. Malheureusement, on doit rendre l'antenne, enfin on doit passer à la suite. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous êtes l'auteur de Agir entre les lignes, Société militaire privée, aux éditions Mareuil, et vous êtes un colonel à la retraite, ancien du corps des marines. Et merci à vous, Régis Le Sommier, directeur de la rédaction d'Omerta.